Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Anthony Thomasson. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini. Nous poursuivons notre série sur les promesses du développement, dont les modèles continuent de faire débat parmi les économistes. Les premières réflexions sur le développement ont émergé dans les années 50, dans le sillage de la décolonisation. 70 ans plus tard, nombre de pays ont trouvé le chemin de la prospérité, mais les progrès ont été bien plus lents en Afrique subsaharienne, où se concentre désormais la moitié de l'extrême pauvreté selon la Banque mondiale. Les pays africains qui semblent hésiter entre libre-échange et protection de leurs entreprises nationales. Le protectionnisme serait-il une étape nécessaire du développement économique et social? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Et pour parler du protectionnisme dans les pays à faible revenu, nous accueillons autour de la table Kako Nubuko, économiste, ancien ministre togolais, qui vient de publier L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance, publié chez Odile Jacob. Également avec nous, El Mouhoub Mouhoud, économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine, auteur de Mondialisation et délocalisation des entreprises, publié il y a quelques années à La Découverte. À 14h50, le journal de l'écho vous sera présenté par Xavier Martinet. Bonjour Kako Nubuko et El Mouhoub Mouhoud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'extrême pauvreté est devenue un problème essentiellement africain, c'est la Banque mondiale qui le dit, et cela malgré l'espoir que suscitent certains pays comme le Ghana, l'Éthiopie ou encore la Côte d'Ivoire. Or pour vous, Kako Nubuko, c'est d'abord le modèle de croissance des économies africaines qui est en cause dans ce retard de développement? Oui, c'est ce que j'appelle une croissance sans prospérité. C'est-à-dire que les chiffres de croissance africaine sont très bons. Sur les 20 dernières années, c'est la deuxième performance, juste après l'Asie de l'Est. Mais c'est une croissance qui est volatile, parce que fondée sur l'exportation des matières premières. Et c'est une croissance qui est peu inclusive, parce que les lieux de production ne sont pas souvent à forte intensité de main-d'œuvre. Quand vous prenez le secteur minier, il est à forte intensité capitalistique. Et puis enfin, c'est une croissance qui est très peu redistributive parce que les systèmes fiscaux ne sont pas très performants et donc il y a très peu de redistribution de la manne de la croissance. La question qu'on va poser au cours de cette émission, c'est est-ce que cette croissance sans prospérité, donc vous allez nous dire si vous êtes avec, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec cela, El Mouhoud, mais est-ce que cette croissance sans prospérité, si elle existe, est liée à l'extraversion de ces économies africaines, le fait qu'elles exportent sans les transformer des matières premières et qu'elles importent du reste du monde des produits transformés? Oui, alors c'est très intéressant parce que ce que vous venez de dire à propos de l'Afrique subsaharienne, on peut exactement le répliquer à des pays à revenus intermédiaires qui sont ceux de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, parce qu'effectivement, on a les mêmes caractéristiques des pays dont la croissance s'est concentrée sur peu de secteurs. Donc, même si elle est forte, elle peut être forte pendant certaines périodes d'environnement plus privilégié, eh bien, elle peut être très peu redistributive. Ensuite, le taux de participation de la force de travail est extrêmement bas, encore plus bas qu'en Afrique subsaharienne d'ailleurs, dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On a 40% de la population qui participe au marché du travail. Et puis, effectivement, vous avez des échecs partout, que ce soit pour les pays pétroliers spécialisés dans les ressources naturelles, qui ont eu beaucoup de mal à descendre les filières pour aller plus vers les biens manufacturés, ou même dans le cas de la Tunisie par exemple, pour des pays qui ont tablé sur l'assemblage de textiles, d'habillement, qui n'ont pas pu non plus remonter les filières. Donc en fait, dans toute l'Afrique, pratiquement, vous avez une sorte d'échec des politiques de développement dont on peut analyser plus profondément les causes. Alors est-ce que les pays à faible revenu doivent jouer le jeu de la mondialisation? Il semble que pour le FMI, la réponse soit oui. Les gouvernements doivent rester éloignés de toute forme de protectionnisme. L'histoire a montré que les restrictions sur les importations pénalisent tout le monde, surtout les consommateurs pauvres.
Non seulement elles mènent à des produits plus chers et des choix plus limités, mais elles empêchent aussi le commerce de jouer son rôle essentiel de stimulation de la productivité et de propagation des nouvelles technologies. Par conséquent, même les industries protégées finissent par en pâtir à mesure qu'elles deviennent moins dynamiques que leurs compétiteurs étrangers. La directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, pour les organisations internationales comme le FMI, le libre-échange, c'est la condition du développement, El Mouhoud. Écoutez, il y a franchement pas de dogme, y compris au FMI et y compris à la Banque mondiale. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup bougé. Les politiques qui préconisent le libre-échange à tout prix ne sont pas la panacée, et les politiques protectionnistes non plus. En d'autres termes, le pragmatisme ici est de rigueur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le plan théorique déjà, les conditions pour que les effets du libre-échange mutuel dans les théories des avantages comparatifs à la Ricardo soient réunis sont des conditions assez strictes. Il faut que les pays soient symétriques, il faut que les pays aient des avantages comparatifs tous les deux dans des secteurs à rendement constant ou à rendement croissant, mais s'il y en a un qui a un avantage dans le blé, qui est à rendement décroissant, et l'autre un avantage dans un secteur comme l'industrie à rendement croissant, on va faire des gains peut-être statiques à un instant donné, mais à terme, il y en a un qui va perdre et l'autre qui va gagner. De même qu'il y a des étapes d'apprentissage, donc il n'y a pas de dogme. Ce que nous apprend l'histoire économique récente, c'est que en d'autres termes, s'agissant de la région d'Afrique, c'est que on a à la fois un échec du marché et un échec de l'État. Et donc c'est un double échec qui nécessite de ne pas, disons, choisir une voie contre l'autre, mais d'être extrêmement pragmatique. Pas de dogme aujourd'hui, dites-vous, mais ça n'a pas été le cas dans le passé. En l'occurrence, c'est cette vision libérale héritée du consensus de Washington que vous remettez en cause, Kako Nobuko. Oui, déjà, je rappelle que Christine Lagarde n'est pas économiste. Elle est juriste. Donc, ça peut expliquer sa propension à réciter le catéchisme du FMI et de la Banque mondiale. Non, ce qui est fondamental, c'est de dire que quand les nations qui échangent ont des structures productives totalement hétérogène et aussi différencié, faire une zone de libre-échange, c'est un peu la liberté du loup dans la bergerie, quoi. Je donne un seul exemple. Quand le producteur de riz américain travaille pendant 1 heure, il produit 400 fois plus que le producteur de riz sénégalais. Mais il n'a pas 400 fois plus de coût de production. Donc, quand vous les mettez sur le même marché, le producteur sénégalais, il disparaît. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas, et El Mouhoud l'a dit, la protection pour la protection, mais le dispositif d'incitation qu'on met en place pour qu'on ouvre graduellement à la concurrence internationale des secteurs qui peuvent supporter la concurrence internationale. Sinon, ces industries dites dans l'enfance vont disparaître. Ça pose la question des subventions, et notamment l'agriculture européenne qui est très largement subventionnée. On a l'impression que ce respect des règles du libre-échange est à géométrie variable dans le monde, El Mouhoud. Oui, parce que finalement, on a l'idée que tout serait libre-échange, mais pas du tout. En fait, vous regardez les choses de près, vous avez effectivement les pays développés ont une protection nominale, c'est-à-dire les droits de douane moyens relativement faibles. Elle est en train de remonter avec l'effet Trump qu'on connaît aujourd'hui, les droits de douane qui ont été augmentés là récemment, y compris sous l'égide de l'OMC, mais elle a diminué. En revanche, les pays développés ont des protections tarifaires qui sont très concentrés sur peu de produits. Ils ont encore des pics tarifaires élevés, plus élevés que les pays en développement. Et donc, en fait, ils ont également des chasses gardées. Il y a des asymétries très fortes. Par exemple, l'accès aux produits agricoles du Nord est très compliqué à cause de la politique agricole commune, mais aussi à cause de la subvention du coton aux États-Unis. Donc, en fait, on a un libre-échange de façade qui est finalement qui a beaucoup progressé. Les échanges ont beaucoup augmenté depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais le protectionnisme, sous sa forme tarifaire, comme sous sa forme non tarifaire, c'est-à-dire des barrières de toutes sortes, est toujours vivant et même en voie de résurgence. Donc c'est bien la preuve d'une certaine manière que le dogme du FMI, qui a été longtemps un dogme, est un dogme, mais qui ne repose pas sur la théorie. La théorie, y compris la plus libérale,
internationale dit que finalement, en présence d'industries naissantes, on doit se protéger, le temps de rattraper. C'est le fameux argument de List. L'économiste Friedrich List, dont on entendra un texte tout à l'heure. En présence de marchés très oligopolistiques, avec peu de place pour les compétiteurs. Exemple Airbus, Boeing, ça a été vraiment montré. C'est l'objet aujourd'hui de la justification du retour au protectionnisme aux États-Unis en partie. Enfin, on voit bien là que si l'Airbus n'avait pas été subventionné, jamais on n'aurait eu d'industrie aéronautique. Donc, et puis il y a toute une série d'autres exceptions qui font que finalement la question du libre-échange ou du protectionnisme est une question vraiment à regarder encore une fois de manière pragmatique, parce que le protectionnisme non plus, et ça on en parlera peut-être tout à l'heure, ne me paraît pas toujours comme la panacée. On va en parler bien sûr, mais un mot encore sur ce qui a pu se passer dans le passé, dans le sillage du consensus de Washington, et notamment ces plans d'ajustement structurel qui ont été mis au point par le FMI et la Banque mondiale en Afrique. Quelles ont été les conséquences de ces plans? Est-ce qu'on peut dire que dans une certaine mesure, l'Afrique a profité de cette ouverture au moment où les prix des matières premières grimpaient dans les années 2000, et puis après on a davantage souffert qu'Ako Nubuko? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions dans les plans d'ajustement structurel. Il y a une première dimension qui consiste à promouvoir la bonne gouvernance. Bon. Donc, personne ne peut faire l'apologie de la mauvaise gestion. Donc, c'était important de rappeler qu'il fallait gérer sérieusement les affaires publiques. Mais il y a une seconde dimension qui consistait à promouvoir la plongée sans filet de sécurité dans la mondialisation néolibérale. Et là, c'était finalement le tour de force du FMI d'avoir fait passer des politiques restrictives comme étant des politiques rigoureuses. Et c'est là où l'embryon de l'État social, finalement, n'a pas tenu. Et donc, le primat du court terme, justement, a fait en sorte que toutes les politiques de développement, qui sont des politiques par essence de long terme, ont laissé la place au dogme des équilibres macroéconomiques de court terme. Et on le paye jusqu'à présent. Ce qui a créé une forte dépendance à l'égard des pays riches dont les pays africains cherchent aujourd'hui à sortir. We can no longer continue to make policy for ourselves, in our country, in our region, in our continent. Nous ne pouvons plus continuer à mener dans nos pays, dans notre région, dans notre continent, une politique basée sur l'aide de l'Occident, de l'Union européenne ou encore de la France. Cela n'a pas marché, cela ne marche pas et cela ne marchera pas. Il est de notre responsabilité de trouver des moyens de nous développer par nous-mêmes. Ce n'est pas juste qu'un pays comme le Ghana, 60 ans après son indépendance, continue à définir son budget de l'éducation et de la santé sur la base des financements provenant du contribuable européen. Au stade où nous sommes, nous devrions être capables de financer nous-mêmes nos besoins de base. Nous allons considérer les 60 années à venir comme une période de transition à l'issue de laquelle nous pourrons voler de nos propres ailes. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo en décembre 2017 lors de la visite d'Emmanuel Macron au Ghana. Est-ce que vous diriez, El Mouhouboud, que les aides au développement limitent la capacité des États à mener la politique économique qu'ils souhaitent ? Moi, je ne crois pas ça du tout, parce que je pense que il s'agit plutôt, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, de la manière dont les politiques économiques du développement sont conduites. En fait, les aides sont complémentaires d'autres types de ressources. Ça, la littérature économique le montre. Par exemple, les transferts de fonds des migrants, qui représentent une source importante de revenus pour les pays en développement, paradoxalement, alors que la migration internationale est la composante la plus restreinte de la mondialisation, sont complémentaires des transferts liés à l'aide publique au développement. Donc, il ne me semble pas que ce soit
cela qui soit à l'origine du blocage du développement. C'est davantage une problématique d'institution, effectivement. On le voit au sud du Sahara comme au nord du Sahara. C'est davantage une problématique, en effet, de graduation dans les politiques de libre-échange, les politiques de substitution à l'importation qui avaient prévalu dans les années 1970 dans les pays d'Amérique latine ont relativement bien marché. Donc d'un seul coup, il s'est produit quelque chose que effectivement mon collègue Kakou avait identifié comme étant porté par le consensus de Washington. En effet, à partir de là, très brutalement, on a mis en place des politiques de libéralisation tous azimuts, là où des pays de la première génération d'Asie du Sud-Est, des pays d'Amérique latine, ont mis une trentaine d'années à graduellement libérer leurs échanges. Les pays d'Afrique, sous l'effet des plans d'ajustement structurel, en effet, l'ont fait de manière extrêmement brutale. Et c'est cette brutalité qui a conduit finalement, avec la problématique de la démocratie, qui est une problématique centrale, la problématique des institutions, de la corruption, qui ont conduit finalement à une dépendance de la croissance des phénomènes naturels d'une part et des ressources naturelles d'autre part. Et ces ressources, évidemment, sont très dépendantes des fluctuations du marché mondial. Donc on a des pays qui sont ultra dépendants, dans lesquels en effet la pauvreté, au lieu de se réduire, comme vous l'avez montré dans votre livre aussi, a augmenté terriblement. Mais des pays qui mènent, des pays africains qui mènent déjà des politiques protectionnistes et qui ont la capacité de le faire. On peut penser à l'Éthiopie par exemple, Kakou Numbuku. Oui, sur la question de l'aide, parce qu'il y a un lien, il faut bien comprendre que le rôle de l'aide publique au développement, c'est combler l'écart entre l'épargne et l'investissement. C'est ça. Or, l'épargne nationale, qu'elle soit privée ou publique, elle est faible. L'épargne privée est faible parce que les gens sont pauvres. Ce que nous appelons la propension à consommer, elle est très forte. Elle est proche de 1 dans les pays pauvres. Et puis, l'épargne publique, elle est faible parce que les rendements de l'administration fiscale sont très faibles. Ces administrations ne sont pas performantes, mais aussi la structure productive a une base qui est étroite. Ça veut dire que la fiscalité qui se porte sur cette structure productive, elle ne peut pas être énorme non plus. Ce qui est un nouvel argument en faveur du protectionnisme, d'augmenter les barrières douanières. On a des taux de pression fiscale qui tournent autour de 15% en Afrique subsaharienne. Pour vous donner un exemple, en France, c'est 45%. Okay. Donc, la question, c'est comment faire des politiques qui renvoient au bien-être des populations. Parce que le cercle vicieux, une fois que vous dépendez de l'aide publique au développement, c'est que vous avez des dirigeants qui vont rentrer dans un schéma d'extraversion, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression qu'ils ne rendent compte qu'à ceux qui donnent l'aide. Et donc, c'est ce que j'appelle des dirigeants offshore. Et donc, qui vont petit à petit s'éloigner de leur population. Et donc ça, c'est quelque chose d'embêtant. Maintenant, sur l'Éthiopie, avec le Premier ministre Abiy Ahmed, a des succès considérables. Mais pourquoi? C'est parce que l'Éthiopie est aujourd'hui la sous-traitante de la Chine, notamment sur l'industrie de la chaussure, avec les zones économiques spéciales, mais dont on pourra dire aussi beaucoup de choses. Mais il y a tout de même des pays, donc on a parlé de l'Éthiopie, on peut aussi parler du Nigeria, qui mène une politique protectionniste afin de promouvoir la production agricole locale et notamment la production de riz. Dans le cas du Nigeria, ça a eu une certaine efficacité, Kakou Numbuku. Oui, ce que le Nigeria fait, notamment dans le cadre des discussions qu'on a pour les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique, le Nigeria dit « je veux protéger mon industrie naissante ». Et donc, je mets une bande tarifaire à 50%. Alors que jusque-là, on avait 20% de bande tarifaire maximale. Bon. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a du bon et du pas bon, si je puis m'exprimer ainsi. Le bon, c'est qu'il y a une incitation à produire soi-même les choses. Notamment sur le riz, le manioc, les poulets. Ok. Mais quand vous prenez l'industrie pharmaceutique du Nigeria, il y a d'autres problèmes parce que on n'est pas sûr qu'en termes de qualité, le Nigeria arrive à avoir des produits substituts qui garantissent la santé des populations. Et donc, quand vous n'avez pas de capacité
intrinsèque à répondre tout de suite au gap de marché lié à une forte protection, vous mettez en difficulté vos populations. Donc il faut faire un protectionnisme qui soit ciblé, El Mouhoun. Oui, bien sûr, il faut qu'il soit ciblé, parce que précisément l'agriculture, c'est central de protéger l'agriculture, parce que c'est vraiment le mode de production qui est le plus susceptible d'être évincé par le libre-échange. C'est-à-dire, imaginez les multinationales de l'agroalimentaire, les économies d'échelle dont elles bénéficient, la capacité à baisser les prix considérablement, elles évincent d'un seul coup un marché agricole d'un pays africain. Et donc en effet, c'est vu sur le Mexique. Donc l'agriculture, c'est un élément clé d'une politique progressive de protection et de déprotection par palier. Et ça, c'est absolument nécessaire. Après, la question du protectionnisme, c'est une question qui mérite vraiment d'être regardée de près secteur par secteur, parce que précisément, dans des pays dans lesquels vous avez des relations entre les entreprises et l'État et les partis politiques, qui sont des relations de collusion, de connexion, le protectionnisme, et ça, il y a une belle littérature maintenant sur les pays de la région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient, l'Égypte, la Tunisie, on a regardé ça d'assez près, on regarde les choses et on voit que le protectionnisme peut être un instrument pour s'accaparer des rentes et pour permettre des privilèges aux entreprises qui sont en osmose, en copinage, en cronyisme, comme on dit dans la littérature anglo-saxonne, avec le pouvoir politique, et cela non pas au service de la croissance, non pas au service de l'emploi, mais au service des rentes, des surprofits que font ces groupes. Une étude sur l'Égypte a montré que finalement les aides liées à l'accaparement de rente par les droits de douane qu'on a autorisés pour un certain nombre d'entreprises étaient présentes non pas avant l'entrée des entreprises dans ces secteurs, non pas avant, mais après. C'est-à-dire, on a d'abord des entreprises qui sont en copinage avec l'État, puis tout à coup, on voit apparaître des droits de douane, des barrières non tarifaires, qui viennent non pas pour favoriser, disons, la croissance, mais qui viennent pour donner des avantages aux firmes établies. Et donc, ça a des conséquences sur la productivité, la croissance. Ça évince les meilleurs. Et on a vu en Égypte, après 2011, ces firmes-là perdre leur valeur au profit de celles qui auraient dû avoir plus de place et qui ont été sous un plafond de verre. C'est l'une des limites de ce protectionnisme, c'est le fait de créer un capitalisme de connivence. Si vous voulez, c'était l'un des instruments du capitalisme de connivence. C'est la raison pour laquelle il faut revenir à la base des sources de la croissance, qui est la question de l'économie politique des institutions de ces pays. Et vous le dites aussi dans votre livre, finalement, si on a de bonnes institutions, pas celles qui sont simplement dressées à travers les indicateurs de la Banque mondiale, du doing business, de la gouvernance, mais de la démocratie, qu'on réclame toutes ces économies, au nord comme au sud. Les soulèvements le montrent aujourd'hui. Si on est capable de mettre en place des systèmes inclusifs politiquement, à ce moment-là, les choses peuvent changer sur le plan économique. Kako Nobuko, sur ce capitalisme de connivence et sur cette nécessité de renforcer les institutions. Oui, moi je viens de boucler 2 études sur la transformation structurelle des économies africaines. Et ce qu'on observe, c'est les emplois qui migrent du primaire, donc le secteur rural, vers les services, vers le tertiaire. Donc des emplois qui sautent le secteur secondaire, le secteur industriel. Or, c'est dans le secteur secondaire que vous créez la valeur ajoutée, que vous créez des emplois pérennes. Et donc, toute la question, c'est de savoir si le protectionnisme, même un peu limité au secteur clé, pourrait inciter au développement du secteur secondaire. Et là, moi, je pense que, au moins pour ce qui concerne l'agro-industrie, c'est évident. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État américain subventionne 820 fois plus ses producteurs agricoles que l'État tanzanien. C'est-à-dire 37 000 $ pour le producteur américain contre 46 $ pour le producteur tanzanien. Donc, comment voulez-vous développer une agro-industrie en Tanzanie si on ouvre le marché sans aucune précaution? Et en même temps, il y a eu beaucoup de difficultés dans ce qui a été fait au Gabon avec le marché des grumes. Il y a eu une volonté protectionniste, mais qui n'a pas vraiment eu d'effet. Oui, c'est là où ce que dit El Mouhoun est fondamental.
Comment voulez-vous que le président gabonais, qui n'est pas un chantre de la bonne gouvernance, puisse être crédible lorsqu'il annonce la volonté de changer des choses? C'est ça toute la difficulté que je relève d'ailleurs dans l'ouvrage par rapport au consensus de Washington. C'est que le FMI oublie, entre guillemets, de dire que ces politiques ne peuvent être réalisées que par des gens qui ont à cœur l'intérêt général. Et donc, si vous avez des gouvernements dits avec agenda privé, eh bien, comme ça vient d'être dit, la protection peut engendrer plutôt des comportements de recherche de rente. Et donc, c'est pour ça que le protectionnisme éducateur que les Américains ont utilisé, je rappelle quand même que Hamilton, qui était un des premiers secrétaires au Trésor américain, 1789-1795, est quand même le père du protectionnisme, avant Friedrich List. Bon. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut tenir les deux bouts. Protection, mais aussi processus de démocratisation, processus de transparence, processus de redevabilité. Il y a la question des élites politiques et aussi des élites économiques et celle de leur formation aussi, Al-Mouhoud Mouhoud, afin que diverses opinions se fassent entendre et pas seulement celles qui consisteraient à défendre envers et contre tout le libre-échange, par exemple. Oui, non, tout à fait. Il faut que ces élites soient mieux formées. Elles le sont. Encore une fois, moi, le constat que je fais, c'est que même celles qui sont bien formées n'ont pas leur place nécessairement dans le jeu économique, parce qu'il y a des rentes un peu partout et que ça, c'est vraiment un obstacle majeur. Maintenant, la question du libre-échange et des relations entre les pays du Nord et du Sud, c'est une question qui est aussi centrale si les élites qui ont progressé, il faut bien l'admettre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des soulèvements. Les soulèvements ne se font pas à n'importe quelle période, ils se font dans des périodes de progrès, comme le disait l'écrivain Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Donc c'est pas dans des périodes de misère qu'on se révolte, sur des périodes où les élites sont suffisamment avancées, formées pour demander leur place. Alors comme pour paraphraser Hirschman, elles sont d'abord loyales. C'est la loyauté, et puis ensuite elles attendent leur place, et ensuite si elles n'ont toujours pas leur place, elles sortent du jeu, exit. Et puis si elles ne peuvent pas, par la migration, c'est de plus en plus compliqué d'émigrer, alors elles utilisent la voix, the voice. Donc en fait, on en est là aujourd'hui, et le problème, c'est que les pays du Nord ne sont pas dans une position forcément altruiste à l'égard des pays du Sud. Ils peuvent faire de l'aide publique au développement, mais leur problème n'est pas le développement des pays du Sud, contrairement aux apparences. Leur problème, par exemple, les accords de libre-échange entre les pays du Sud de la Méditerranée et les pays du Nord ont été des accords qui ont été signés bilatéralement par chacun d'entre eux, pas par l'Europe. L'Europe est multilatérale, mais eux, l'Algérie, le Maroc, l'ensemble des pays de la région ont signé bilatéralement sur des bases complètement. Finalement, on en a fait le bilan économique de l'évaluation des effets de l'accord de libre-échange, qui est finalement au mieux, très très faible, et sinon assez négatif. Donc on affiche des aides au développement très importantes, mais en réalité, les accords... Il faut pas exagérer. Les aides publiques au développement, pourcentage du PIB, n'ont pas beaucoup augmenté. Elles ont même régressé au Nord. Il y a beaucoup de communication sur ces questions, et en réalité, les accords commerciaux sont très inégalitaires. Les accords commerciaux sont inégalitaires et n'autorisent pas. Et en fait, ils rencontrent des élites au pouvoir qui, finalement, les signent pour des motifs qui ne sont pas des motifs de l'intérêt national. Je le vois très bien dans le cas tunisien, algérien, marocain ou égyptien, etc. Mais pour des motifs de légitimation politique des élites en place. Parce qu'autrement, ils y seraient pris autrement. Ils auraient peut-être fait d'abord un accord entre eux, avant de faire un accord aussi inégalitaire, aussi asymétrique entre chacun d'entre eux et l'Europe. Si vous me permettez, je voudrais juste prendre une image. Dans les relations entre les pays du Sud de la Méditerranée et l'Europe, tout se passe comme si on avait affaire à une roue de vélo, que la littérature économique d'ailleurs décrit bien. On a le centre, l'Europe, qui forme un grand bloc, et on a tous ces pays qui sont des rayons de la roue de vélo. Et les coûts de transaction entre chacun de ces pays pour échanger sont extrêmement élevés, sont à 4 à 5 fois plus élevés qu'entre chacun d'entre eux qu'avec l'Union européenne. De sorte que la production se concentre
dans le centre de la roue de vélo et les rayons sont desservis par l'exportation. Tous ces pays sont déficitaires à l'égard de l'Europe. Voilà, parce qu'en fait, on a des marchés fragmentés qui ont joué des jeux non coopératifs où chacun a plaidé pour sa propre chapelle, alors qu'il y avait d'autres stratégies possibles. Même dans les questions du libre-échange, on peut avoir des portes pour faire mieux. Et c'est en train de changer, on va en parler, mais d'abord Kakonou Bouko. Oui, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. L'exemple le plus frappant, c'est les flux de capitaux qui quittent l'Afrique. C'est beaucoup plus élevé que les flux d'aide publique au développement. Mais pire encore, le phénomène d'accaparement des terres. On se rend compte depuis un certain nombre d'années que beaucoup de pays, surtout des pays émergents d'ailleurs, récupèrent des terres à des conditions qui ne sont pas toujours transparentes. Et c'est pour ça que moi je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle, et c'est pour ça que j'ai intitulé l'ouvrage « L'urgence africaine », c'est que vous avez d'un côté une économie monde qui continue à maintenir l'Afrique dans une insertion primaire au sein du commerce international et qui reste dans une économie de prédation. Et en face, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une population africaine très jeune qui double tous les 25 ans. Et donc, on sera 2 milliards en 2050. Et donc, c'est une gageure de penser que ce système pourrait être stable. Et pourrait perdurer. Exactement. On va voir dans un instant que, effectivement, un certain nombre de pays occidentaux industrialisés ont pu eux-mêmes avoir affaire à un certain protectionnisme contre le discours qui peut être porté actuellement. On en parle dans un instant. France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny. Vous écoutez Ngouatou Doumou Sangaré, jeune homme n'aie pas peur de travailler dans les champs, qui est devenu la race des grands cultivateurs d'hier, chante ici l'artiste malienne. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, les économistes Kakonou Bouko et El Mouhoub Mouhoud sont toujours avec nous pour parler du protectionnisme comme levier de développement du continent africain. Alors au 19e siècle déjà, l'économiste allemand Friedrich List dénonçait les discours en faveur du libre-échange tenus par les États-Unis ou le Royaume-Uni, des pays qui ont bâti leur puissance, entre autres, sur le protectionnisme. On écoute un extrait de l'un de ses ouvrages. Une erreur fondamentale de l'école est de représenter le système protecteur comme une conception bâtarde de politique spéculative. L'histoire est là pour attester que les mesures de protection ont eu pour cause soit l'effort naturel des nations vers la prospérité, l'indépendance et la puissance, soit la guerre, et les mesures hostiles de peuples manufacturiers et prépondérants. L'école ne peut nier que le commerce intérieur d'un peuple est 10 fois plus considérable que son commerce avec l'étranger, même lorsque ce dernier est à son plus haut point de splendeur. Mais elle a omis d'en tirer la conséquence, si simple cependant,
qu'il est 10 fois plus utile d'exploiter et de conserver son marché intérieur que de chercher la richesse au dehors, et que le commerce extérieur ne peut être important que là où l'industrie nationale est parvenue à un haut degré de développement. Un extrait du Système national d'économie politique, un ouvrage de Liszt donc paru en 1840 et lu ici par Romain de Bec-de-Lièvre. Que vous inspire ce texte, Kako Nobuko ? Oui, c'est un texte, j'allais dire prémonitoire, mais comme on connaît l'histoire de l'Allemagne, on n'est pas surpris, parce que l'histoire de l'Angleterre montre quand même que l'Angleterre du XVIIe siècle était très protectionniste. J'en veux pour preuve l'industrie de la laine, où l'Angleterre a même importé des spécialistes de la laine des Pays-Bas pour venir apprendre aux Anglais, et pendant ce temps, on fermait les frontières. Et Liszt, effectivement, pour l'industrie allemande, a préconisé la même chose. Et d'ailleurs, vous savez que Liszt était de la première école historique allemande, et donc l'école qui va engendrer à la fin du 19e siècle la fameuse querelle des méthodes entre les néoclassiques qui disaient libéralisme et puis l'historicisme allemand qui disait attention. L'école autrichienne contre l'école historique. Oui, et donc c'est quelque chose qui me paraît très très intéressant, et peut-être pour parler de l'actualité, on voit bien que, et c'est pour ça que finalement ces théories économiques sont cycliques, parce que ce que nous dit la nouvelle théorie du commerce international aujourd'hui, finalement, c'est à peu de choses près la même chose. Elle dit 3 choses. Elle dit des nations semblables peuvent échanger. Bon. Donc, il faut travailler sur les chaînes de valeur. Le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne. Bon. Et en Afrique, nous n'échangeons pas entre nous, parce que nous restons dans l'insertion primaire au sein du commerce international. Le Togo fait du coton, il peut pas vendre sa fibre au Bénin qui fait exactement la même chose, ou au Mali qui fait la même chose. Deuxième chose, le commerce international, c'est un commerce intra-branche. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de fuir quelques difficultés du marché. On voit bien que Glencore, par exemple, qui est une grande société suisse très connue, au Zimbabwe, ne paye pas de taxes, ne paye pas d'impôts pour une raison simple, c'est que les filiales de Glencore qui sont au Zimbabwe vendent à la maison mère à des prix inférieurs au prix de marché, donc contournent le marché. Et puis, dernière chose que dit la nouvelle théorie du commerce international, c'est que les avantages comparatifs, ils sont pas forcément exogènes. Vous savez, les libéraux nous ont expliqué pendant longtemps que les dotations étaient finalement naturelles. C'est la fameuse théorie HOS, Escher-Olin Samuelson, qui disait chaque pays doit se spécialiser là où il a le plus de dotations. Et donc, comme en Afrique, vous êtes très nombreux et vous n'avez pas beaucoup de capitaux, vous devriez vous spécialiser dans le travail et pas dans le capital. Et puis, ce que nous dit Krugman aujourd'hui, et c'est ce qu'ont fait les Asiatiques, c'est que les avantages comparatifs, ça peut se construire. La Corée du Sud, avec les Chaebols, qui étaient de grands groupes, avec beaucoup de subventions de l'État coréen, ont pu donner aujourd'hui les champions que nous connaissons. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, vous citez la Corée du Sud, on peut citer le Japon, même la Chine, qui ont fait beaucoup de protectionnisme, qui en font encore. Comment expliquer cette situation, Al-Mouhoud ? Oui, alors il y a vraiment, encore une fois, je l'ai dit un peu tout à l'heure, il y a un succès quand même d'un certain nombre de politiques de substitution à l'importation. En fait, dans une période où les institutions mondiales étaient très différentes. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il y a quelque chose qui, pour moi, est fondamental à regarder en termes d'environnement économique international du développement. Dans les années 60-70, lorsque les pays d'Asie du Sud-Est de la première génération se sont développés, se sont
insérés dans l'économie mondiale. Ils ont fait, certes, des zones franches d'exportation dans certains cas, mais ils ont surtout, effectivement, misé sur l'éducation, la connaissance, le savoir, et ils sont beaucoup intervenus dans l'industrie pour pousser des élites, des entrepreneurs locaux, etc. Donc ça a été le produit. Mais ils l'ont fait dans un contexte mondial où ils pouvaient aussi faire du copiage assez aisément. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de difficulté à faire du reverse engineering, comme on dirait. On décortique les produits, on les importe, on les copie, on court-circuite technologiquement et on rattrape aisément. Sauf que c'est devenu plus complexe et le droit à la propriété intellectuelle est devenu beaucoup plus compliqué. Ça, c'est plus que le protectionnisme sur les marchandises. Ce qu'ont subi les pays en développement d'un seul coup, sauf les 40 les moins avancés à qui on a laissé de 1995 au moment des accords de l'OMC de Marrakech jusqu'en 2016, on aura laissé un petit laps de temps où ils pouvaient ne pas être concernés par ça, mais de toute façon, ils étaient tellement pauvres qu'ils n'étaient pas concernés. Les autres pays en développement ont dû accepter d'un seul coup l'érection des barrières, disons, technologiques, c'est-à-dire les droits de propriété commerciale, les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, qui font que on a une extension de la durée du brevet à 20 ans. On étend les brevets. Vous avez vu tous les cas aujourd'hui de pays qui se plaignent. On leur pique même leurs terres. On peut étendre les brevets sur les connaissances, sur le savoir ancestral. Donc une extension des procédés. Et finalement, évidemment, tout ça, on le fait pour que les oligopoles de la connaissance mondiale puissent investir dans la recherche et développement, sans quoi ils ne le seraient pas incités, car on a affaire ici à de la connaissance qui n'est pas rivale, dont on peut pas tirer les rendements directement s'il n'y a pas de protection, mais ça bloque aussi les possibilités de rattrapage. Donc on a aujourd'hui des pays qui ont à faire face à des barrières à l'entrée internationale beaucoup plus élevées qu'elles ne l'étaient au moment où ces pays se sont insérés dans l'économie mondiale. D'où une politique commerciale stratégique encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois. Alors faire du libre-échange tous azimuts, comme on l'a fait, parce qu'au fond, les droits de propriété intellectuelle ont été gagnés par les grandes firmes des logiciels, de la pharmacie, de l'informatique et tout ça, au prix d'un accord finalement qui était de démanteler l'accord multifibres, qui permettait aux pays en développement d'exporter plus de textiles, de fibres textiles. Mais ça mange pas beaucoup de pain à la limite. Et donc c'est ça si vous voulez, le climat institutionnel mondial d'aujourd'hui, depuis les accords de l'OMC de 95, qui sont pas si inaperçus, c'est quand même la difficulté majeure d'insertion internationale par la technologie et du rattrapage technologique. Qui explique que la réussite sud-coréenne, par exemple, n'est pas forcément un modèle applicable à un certain nombre de pays africains, Kako Nobuko. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce que fait l'OMC est proprement bizarre, parce que même les secteurs qui sont essentiellement protégés, ce qu'on appelle les biens non échangeables, comme les services, font aujourd'hui l'objet d'une offensive sans précédent, ce que nous appelons les questions de Singapour. Je veux dire, il y a une tentative de libéralisation des services bancaires, financiers, les assurances, ce qui fait que ces pays en développement qui n'ont pas des institutions suffisamment solides vont se retrouver, même là où il y avait des protections, j'allais dire naturelles, en concurrence avec les grandes firmes internationales. Et on parlait tout à l'heure du numérique. Quelque chose qui est fascinant en Afrique, c'est de voir toute cette jeunesse et sa capacité d'inventivité, d'innovation sur le numérique. Mais vous savez, ça ne donne pas ensuite ce que nous espérons en termes de remontée des filières, en termes de passage à l'échelle. Pourquoi ? Parce que la concurrence étrangère est trop forte. Ben oui, quand vous prenez le téléphone mobile au Kenya avec le M-Pesa, c'est-à-dire le mobile money, donc le paiement à partir du téléphone portable, ça c'est quelque chose que les Africains ont vraiment inventé, développé, mais ça a été récupéré. Aujourd'hui, ce sont les grandes firmes, MTN, Orange et d'autres, qui s'accaparent finalement le monopole du paiement mobile. Et donc, il y a un enjeu qui est celui-là, c'est que les innovations dites frugales qu'on développe en Afrique doivent rentrer dans des systèmes nationaux de recherche et d'innovation. Sinon, elles ne donneront pas le levier que nous escomptons en termes de croissance et de transformation structurelle.
Et alors, est-ce que face à ces difficultés, la possibilité d'une zone de libre-échange continentale africaine peut constituer une option? Il y a effectivement 52 pays de l'Union africaine qui ont décidé de créer cette zone de libre-échange. La journée que nous avons vécue aujourd'hui est une journée véritablement historique. Et cette journée est l'aboutissement du combat de plusieurs générations de panafricanistes. Depuis Marcus Garvey, qui avait initié le mouvement du retour, depuis le congrès de 1919, c'était le premier congrès panafricaniste qui a été tenu à Paris, jusqu'à la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, nous sommes 55 États, 55 marchés. Ça veut dire que l'Afrique est dans une situation où ces marchés sont fragmentés. Nous avons un niveau de commerce intra-africain de 15%, alors qu'il est de 70% en Europe, 50% en Asie, 20% en Amérique latine. Et nous avons décidé de sortir de cette situation en brisant les barrières. Voilà, le président nigérien Issoufou, lors d'un sommet consacré à la zone de libre-échange continentale à Niamey, c'était le 7 juillet dernier. Quel regard est-ce que vous portez sur ce projet, Kakonou Boukou? Est-ce qu'il faut développer les échanges intra-africains? Oui, 3 choses. Mais avant ces 3 choses rapides, les Africains aiment célébrer les promesses. Il serait temps qu'on célèbre des réalisations. Donc c'est pour ça que moi, les discours... c'est bien, mais je préfère les actes. C'est un projet qui pourra entrer en vigueur seulement en juillet 2020, effectivement. Oui, parce que quand on cite Marcus Garvey et autres, bon, c'est bien, mais moi j'ai travaillé dans des instances supranationales, des instances communautaires. On se dit pourquoi on pourrait réussir à grande échelle ce qu'on ne réussit pas à petite échelle. Bon, par quel miracle ça deviendrait possible? Mais les 3 défis que je vois, le premier, c'est que une zone de libre-échange continental, c'est très bien. On va avoir un marché, et le marché, on sera 2 milliards en 2050. Bon. Donc, potentiellement, le marché, il est là. La question, c'est qui alimente ce marché? Bon. Si c'est l'offre locale, en tout cas, ce qu'on appelle les règles d'origine, un contenu local dans les produits au moins supérieur à 50%, si on arrive à faire ça, ce sera une très bonne chose. Parce que sinon, ça va être une recolonisation. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, la question de la production, la question de l'offre intérieure est cruciale. Avec tout ce que ça induit en termes de normes sanitaires, phytosanitaires, de démarches qualité. Il ne s'agit pas pour l'Afrique de se cloisonner vis-à-vis du reste du monde. Il s'agit pour elle de nourrir ses filles et ses fils, mais qu'ils puissent être en bonne santé. Deuxième défi. Simplement, je peux me permettre de vous interrompre, ça dépend aussi des accords qui vont être mis au point entre l'Union européenne, les États-Unis et cette nouvelle zone de libre-échange. Ça va dépendre en grande partie de cela. Oui, mais il y a deux autres défis qui me semblent plus importants que celui-là. Donc le deuxième défi, c'est la capacité de mettre en place des mécanismes de transfert. Parce que, évidemment, si vous mettez sur un marché le Maroc et le Togo, le Maroc a 80 lignes tarifaires, et on le disait tout à l'heure, là où le Tchad, par exemple, a 90% de ses recettes qui viennent de l'exportation du pétrole. Donc, la question, c'est quels sont les mécanismes de transfert pour que ceux qui ne gagnent pas spontanément dans la zone de libre-échange continentale puissent être incités à y rester et à faire les efforts nécessaires. Vous allez nous parler du troisième défi. On va juste peut-être faire intervenir El Mouhoud sur ces 2 points que vous avez c'était le plus déjà important, soulevés. Je vous assure. Bon, alors, allez-y, je vous en prie. C'était le plus important, c'est la faible crédibilité des mécanismes de sanction. Je veux dire, si vous ne respectez pas les règles, qui vous sanctionne? Et c'est ce qu'on observe dans toutes les organisations sous-régionales africaines aujourd'hui. On a déjà sur le papier l'effectivité des 4 libertés de circulation, des personnes, des biens, des services et des capitaux. Mais je
prends le pari avec vous, je vous amène chez moi au Togo, faites le tour pour aller au Ghana, au Bénin, au Nigeria, le nombre de douanes internes que vous allez traverser. Mais c'est hallucinant. Vous n'avez pas l'impression qu'on a une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui oblige déjà à la liberté de circulation. Donc le problème, c'est la crédibilité des mécanismes de sanctions. Est-ce que c'est un projet qui vous paraît crédible à cause de tous les doutes qu'a pu soulever Akako Nobuko El Mohomo? Alors là aussi, je pense que c'est pas juste un accord de libre-échange qu'il faut décréter. Ils en ont signé des accords de libre-échange. Les pays de la région, de l'Afrique comme de l'Afrique d'ailleurs, comme de l'Afrique du Nord et des pays de la région MENA, sont dans ce que Bagwati appelait le bol de spaghetti. C'est un économiste américain. Et au fond, vous avez un enchevêtrement d'accords bilatéraux avec des accords régionaux. Tous azimuts. Regardez le Maroc, il a des accords avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Union européenne, avec la Ligue arabe, ce qu'on appelle le grand accord de libre-échange des pays de la Ligue arabe. Ils sont pris dans plein Et pourtant, quand vous regardez la réalité, ce qu'on appelle l'intégration profonde, la région, je parle d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est uniquement 10% d'échanges intra-régional, le reste se fait avec l'extérieur, avec l'Europe, un peu pour les pays de l'Est, de la Méditerranée, avec les pays du Golfe. Et ça, c'est parce que ces barrières tarifaires ne sont pas vraiment levées? Non, c'est parce qu'il y a eu une baisse des barrières tarifaires, mais c'est surtout des barrières non tarifaires, des infrastructures, de transport, de télécommunications qui sont déficientes, des tracasseries, des droits de douane, la liberté de circulation. Et tout ceci a deux conséquences pour moi. Des conséquences économiques majeures qui est que ça produit des marchés fragmentés qui peuvent pas attirer des investissements directs étrangers dignes de ce nom, c'est-à-dire des investissements directs dont l'objectif est l'accès au marché et pas seulement aux ressources naturelles. Donc les IDE, les investissements directs étrangers qui viennent, ils verrouillent la spécialisation sur place. Donc il y a une complémentarité entre ce type d'insertion internationale et le fait que ces pays soient très peu diversifiés. Par contre, si on ouvre le marché, mais avec beaucoup de gradation, avec beaucoup d'intelligence, de complémentarité, jouer sur les complémentarités, et c'est possible, alors on peut faire venir des entreprises pour des motifs d'accès au marché qui aident à diversifier. On l'a vu en Europe, les pays d'Europe centrale et orientale ont bénéficié, l'Espagne, le Portugal, d'investissements directs d'accès au marché et pas d'investissements directs qui sont liés aux avantages comparatifs du pays d'accueil, mais aux avantages comparatifs de la firme du pays d'origine. Donc ça aide à la diversification. Et donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément clé qui me semble important, c'est que il s'agit là, compte tenu de l'histoire dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, de l'histoire de ces pays, d'une aspiration profonde de la part des populations. Les populations ont une aspiration à l'intégration sud-sud, à l'intégration entre liberté de circulation, etc. Et donc il y a des possibilités d'avoir une ouverture qui permettent une sorte de Mercosur qui a bien marché quand même, local, disons organisé, avec un État stratège qui joue les complémentarités, la coordination des politiques industrielles, et qui permet ensuite de renégocier les accords avec le Nord. Car ce qui est le plus asymétrique aujourd'hui, le plus désastreux pour les pays de la région, ce sont les accords avec l'Union européenne. C'est ce qui permettrait de changer potentiellement le rapport de force. Absolument. Alors donc là, il y a des sources de gains et de technologies appropriées également. Il y a quelque chose à faire autour de cela. On arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous entendre l'un et l'autre très rapidement conclure autour de cette question. Est-ce que, selon vous, l'Afrique peut se développer aujourd'hui sans en passer par une certaine dose de protectionnisme? Très rapidement, Akako Nobuko. Oui, c'est le début de mon ouvrage. L'Afrique se transforme, mais pas assez vite, ni aussi bien qu'il le faudrait pour qu'elle assume tous ces défis. Mais moi, je suis un pessimiste actif. Je pense que nous y arriverons. El Mohomoud. Je pense qu'il faut effectivement une politique industrielle. Contrairement à ce qu'on raconte, on peut avoir à la fois une politique industrielle et des mécanismes de libéralisation concertés qui permettent de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.
Xavier Martinet nous a rejoint autour de la table pour nous présenter son journal de l'écho. Bonjour Xavier. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Une semaine après la victoire de Boeing devant l'Organisation mondiale du commerce et l'imposition de taxes américaines sur les avions d'Airbus, l'Europe réplique par une enquête sur Boeing. Oui, alors que l'UE attend l'autorisation de l'OMC de répliquer en 2020, elle a lancé vendredi une enquête sur la co-entreprise que Boeing met en place avec le Brésilien Embraer pour la fin de l'année. La commission, je cite, craint que l'opération envisagée ne supprime le troisième plus grand constructeur mondial. Boeing lui affiche des signes de bonne volonté, mais déjà le rapprochement prévu pour la fin de l'année a été repoussé à 2020. Alors, a-t-on affaire à de premières représailles de l'Union européenne après les taxes américaines effectivement de 10% sur les Airbus? Là aussi, les autorités américaines pourraient rendre l'appareil en examinant par exemple l'absorption du constructeur canadien Bombardier par Airbus. Pour l'instant, Airbus lui profitait des problèmes du 737 MAX de Boeing cloué au sol, mais son PDG avait prévenu qu'une guerre commerciale aurait des conséquences néfastes des deux côtés. Alors le match va-t-il dégénérer en guerre juridique? Écoutez l'avis de Marc-Daniel Seffer, il est chercheur au CNRS Framespa de Toulouse. Là, ce qu'on peut penser, c'est que l'OMC joue extrêmement gros, puisque vous savez bien qu'actuellement, Trump, les États-Unis, remettent en cause l'organisation multilatérale. Alors, le paradoxe, c'est que cette organisation multilatérale, elle a donné raison à un champion américain. Elle va sans doute, alors on ne peut pas préjuger les décisions de l'ORD, essayer de tenir une balance relativement équilibrée pour apparaître comme une organisation sérieuse qui cherche à ne pas favoriser un pays ou un autre, une entreprise ou une autre. C'est marginal, puisque le prix des avions augmente de 10%, il faudrait qu'il y ait 30-40%, oui, là ça poserait problème. Bon, mais il y a d'autres facteurs que le prix qui joue. Le désastre du 737 MAX. Le 737 MAX devait être l'avion le plus vendu au monde. Les commandes étaient supérieures à celles de la 320 Neo. Il faut bien savoir que c'est le marché le plus important, les moyens courriers. Et bien là, effectivement, là ils ont un gros problème. Donc ça, à mon avis, c'est beaucoup plus important que ces questions juridiques qui font partie un peu des passages obligés. Il y a beaucoup de chances que ce soit 50-50 du point de vue de l'OMC. Pendant ce temps, Boeing s'enfonce dans la toile des procédures juridiques lancées contre lui à cause du 737 MAX. Et la dernière en date, oui, c'était celle intentée hier par des pilotes de la compagnie américaine Southwest Airlines, principale utilisatrice du 737 MAX, pour avoir, je cite, tenté de tromper délibérément, c'est-à-dire n'avoir pas donné toutes les informations nécessaires à la sécurité sur le système automatique de l'appareil. Deuxième procédure, en tout cas, d'une compagnie aérienne et deuxième fois que la sincérité du constructeur américain est mise en doute. On passe aux brèves. Aviation toujours, une première livraison du Rafale en Inde. Oui, c'est le premier de ces 36 appareils militaires français destinés à l'armée de l'air indienne. Un contrat à presque 8 milliards d'euros, environ 197 millions d'euros par appareil, selon un ex-officiel indien cité par Le Monde. Un succès donc commercial pour la France. Après 24 avions vendus à l'Égypte, 36 au Qatar, le nombre d'appareils exportés est à 96 et un gain potentiel pour l'Inde via les transferts de technologies liés au contrat. En compensation de ce coût, Dassault investirait 3,9 milliards d'euros en Inde pour faire émerger une industrie privée aéronautique. Et pour finir, des nouvelles du Brexit. Sans accord, la séparation coûtera très cher. Oui, là, alors qu'il ne reste que quelques jours, la fin de la semaine pour un compromis, c'est un scénario catastrophe décrit par l'Institute for Fiscal Studies. Parmi les 4 scénarios proposés, jamais de Brexit, avec accord, nouveau délai ou Brexit dur, eh bien, c'est évidemment celui du no deal qui ruinerait le Royaume-Uni. La crise entraînerait une relance budgétaire qui plomberait le déficit public à 4% de la richesse nationale, 100 milliards de livres, et la dette bondirait à 90% du PIB, jamais atteint depuis 1960. Un vrai réquisitoire, donc, cette étude contre Boris Johnson et plaidoyer contre le Brexit, en tout cas contre la dépense, alors que le gouvernement a proposé des mesures exceptionnelles d'exemption de droits de douane pendant un an. Merci beaucoup Xavier. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.